faites bien de suivre la RT Éduc, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, la charpente. Examen d'État édition 2024-2025, le go de la supervision des hors-sessions a été donné ce mardi par le numéro 1 à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Des mots forts et motivateurs a été placé par Aïssa Malou Dinanga. Objectif, réveiller le sens éthique des inspecteurs. Dans ce journal, le détail de l'adresse de la ministre d'État accompagnée de quelques réactions des parents et élèves recueillis par nos reporters. Bonne nouvelle pour les Congolaises et Congolais, le passeport biométrique désormais disponible au prix de 75 $ américains. Un nouveau document SMART de 38 pages répondant aux normes internationales dont le paiement ne se fera uniquement qu'en ligne ou via Equity BCDC, pendant que l'ancien passeport biométrique, lui, va courir jusqu'en 2030. C'en est fini pour le sommaire, place à présent au développement. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Aïssa Malou, a procédé le mardi 27 mai 2025 à Kinshasa au lancement de la supervision nationale des épreuves hors session de l'Exeta 2025 en présence de plusieurs inspecteurs chargés de la supervision et des évaluations certificatives. Devant les inspecteurs, la patronne de l'Éducation nationale a eu des mots forts et motivants à leur endroit en faisant appel à leur sens éthique durant la supervision. C'est avec gravité et détermination que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la supervision nationale de la hors-session de l'examen d'État édition 2025. Nous entrons, mesdames et messieurs, dans une étape décisive de notre calendrier scolaire. Une étape qui engage la crédibilité de notre système éducatif, l'avenir de milliers de jeunes Congolais et la confiance de la nation tout entière. Organiser ces épreuves n'est pas un simple exercice administratif. C'est un acte de responsabilité, de justice et de redevabilité. À ce titre, chaque mission de supervision devra impérativement s'articuler autour de deux volets indissociables: la rigueur administrative et la transparence financière. Sur le plan administratif, il est attendu de vous que vous veillez à la stricte conformité des centres d'examen, à la ponctualité et à l'assiduité des agents, au respect des consignes de surveillance et à la fluidité de l'ensemble du processus. Les instructions relatives à la passation des épreuves ne souffrent d'aucune interprétation. Elles doivent être appliquées à la lettre. La moindre faille, qu'il s'agisse d'une négligence dans la surveillance, d'un retard dans la transmission des copies ou d'une entorse à la procédure, peut compromettre l'équité et l'intégrité des examens. En outre, la ministre a invité les acteurs impliqués à être à la hauteur de la confiance placée en eux. La ministre d'État a également émis le vœu de voir cette édition 2025 de hors-session de l'Exeta être un tournant décisif pour la restauration d'une culture des responsabilités et des redevabilités. Il faut signaler que ces épreuves iront du 2 au 14 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. À l'Institut de la Gombe 1, l'atmosphère est studieuse. Les finalistes s'activent dans une dernière ligne droite marquée par des révisions ciblées et des échanges d'idées. Tous se préparent pour les épreuves hors session avec une attention particulière pour la dissertation. Il y a ce qu'on appelle sujet dialectique, ce qu'on appelle sujet thématique. Il y a aussi des sujets analytiques et des sujets comparatifs. Pour Dieudonné Tamboué, professeur de français en terminale, cette épreuve est capitale. Elle exige rigueur, méthode et clarté d'analyse. Elle permet de jauger non seulement les connaissances, mais aussi la capacité de structuration de la pensée. Ce qui concerne la dissertation, c'est juste un développement, une argumentation, soit simplement une rédaction. Et c'est ce petit exercice-là que nous donnons aux élèves, généralement à l'écrit, qui peut également se traduire à l'oral. Donc, on est en train de jauger différentes capacités que les élèves ont jusque-là depuis qu'ils ont commencé leurs études. Allons croire, une bonne dissertation repose sur 3 étapes essentielles: analyser le sujet, construire un plan
et développer des arguments solides. Yes, la dissertation, c'est que les élèves présentent une introduction, ils vont développer et finalement ils doivent conclure. Donc il y a 3 grandes parties, mais à chaque partie, si je peux déjà dire qu'à chaque partie, il y a des étapes à respecter. Et là, je tiens à dire déjà qu'à l'introduction, nous n'avons pas tellement question de lignes, mais nous avons question d'étapes à accomplir. Côté élèves, l'ambiance est plutôt confiante. Fort d'un accompagnement constant depuis plusieurs mois, ils affinent leur technique. Cette dernière séance de révision leur permet de combler les petites failles et de renforcer leur assurance. Nous avons commencé les préparatifs de dissertation depuis la 5e avec notre professeur si présent Dieudonné Tamboué, qui nous a instruits et inculqué des matières pertinentes qui vont nous permettre de passer valeureusement l'examen de dissertation qu'on aura le 2 juin. On a eu des formations adéquates et on pense bien le mettre en pratique. Donc selon nous, le pécunia dont vous parlez, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser parce qu'on croit en ce qu'on a, à cette formation qu'on a acquise et on va le mettre en pratique. À quelques jours du jour J, l'Institut de la Gombe 1 donne l'exemple d'un sérieux sans faille car au bout de l'effort, c'est joue l'avenir. C'est-à-dire, on réalise un... Dans cette salle de l'inspection principale provinciale, les 21 candidats, dont 11 de la 6e année, 10 de la 5e année, sont venus de poules de Butembo 1 et 2, Kiondo, Beni, Boulongo et Lubero. Les écoliers de la 5e année ont inauguré la dictée suivie de ceux de la 6e année. La lecture du texte choisi a été faite d'abord et au 3e tour, les écoliers pouvaient écrire le texte dicté. Congo, virgule, mon pays, point. C'est après la correction que la proclamation a eu lieu. Et parmi ces meilleurs des meilleurs, nous avons choisi 2. Kasoki La Joie de l'épée Mamawarehema, 85%, Poule Butembo 2 et Patrick Maseka du complexe scolaire Prince de la Paix du pôle urbain de Beni, 83%, ont été les meilleurs des meilleurs pour la 6e année. Vessiane Makwaya du complexe scolaire Marie Corazon, pôle urbain de Beni, 68%, et Mumbere Tuviri, 60%. De l'épée Rahayetu, pôle de Kiondo, ont été les meilleurs de la 5e année. En ce moment, mon sentiment est de la joie. Celle qui nous a dicté, elle a bien dicté et on a pu écrire et montrer de quoi on est capable. Le secret est simple, c'est que chez nous à Marie Corazon, à Simple, nous cherchons les meilleurs et celui qui croit l'avoir trouvé le dit à l'autre. Tel était le message de notre cofondatrice Marie Corazon. Et c'est ce que nous sommes en train de pérenniser avec le père Dalzon qui est le fondateur des Oblates. Nous avons la chance d'éduquer et d'élever les enfants dans cet esprit. Les enseignants et parents doivent tirer attention sur l'écriture des enfants, insiste Mme Kalondero Leokadi, inspecteur adjoint chargé de l'enseignement primaire au Nord Kivu 2. Même les élèves du Sengoya écrivent mal. Alors nous savons que l'orthographe traduit la personnalité de quelqu'un. Nous devons chacun fournir un effort pour que nos écrits soient clairs et corrects. Les enseignants doivent multiplier les exercices d'entraînement. Ils doivent renforcer les exercices. Ils doivent contrôler l'orthographe dans chaque leçon, que ce soit en mathématiques, en histoire, en géographie, qu'ils contrôlent ce que les enfants écrivent. Des cadeaux ont été offerts aux participants à ce concours de dictée édition 2025. Nos écoliers de 5e année. Honorable président du bureau du Sénat, le ministre de la formation professionnelle a fait l'économie devant les sénateurs à la Chambre haute du Parlement en plénière ce mardi 27 mai 2025 de l'ordonnance loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel, signée à Paris le 10 novembre 1989. C'était lors de l'examen de ce projet de loi au Sénat dans une plénière présidée par l'honorable président Samalou Kondé. Point n'est besoin de démontrer qu'à ce jour, la République démocratique du Congo, notre pays, fait face à un défi de qualification de la main-d'œuvre, de développement des compétences, de la professionnalisation de métiers et du développement d'un capital humain
dans les domaines socio-économiques, et c'est dans un contexte où le pays ne dispose pas encore d'une loi spécifique sur la formation professionnelle. Conçu comme un instrument juridique international destiné à renforcer entre les États la coopération internationale, le développement de l'enseignement technique et professionnel, cette convention contribue notamment à l'entente amicale entre les États, l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines techniques et professionnels. Dans un même exercice, le ministre de la Formation professionnelle était devant les députés nationaux à l'Assemblée nationale. C'était le jeudi 8 mai dernier, lors d'une plénière présidée par son président, Vital Kamerhe. Ce projet de loi avait été ratifié par le chef de l'État en février dernier, après son approbation par le gouvernement lors de la deuxième session extraordinaire de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État en personne, le mercredi 15 janvier 2024 à la Cité de l'Union africaine. Pour rappel, lors de sa présentation en Conseil des ministres, le ministre de la Formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, avait rappelé que la ratification de cette convention de Paris de 1989, adoptée par les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, une fois faite, va permettre à la RDC de bénéficier des avantages y afférents. Le projet était alors inscrit parmi les textes inscrits dans la loi d'habilitation du gouvernement promulguée par le chef de l'État. La Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel à laquelle la RDC se rattache englobe toutes les formes et niveaux d'enseignement technique et professionnel. Elle s'applique aussi bien aux établissements d'enseignement qu'aux programmes coopératifs organisés conjointement par ces établissements et les entreprises industrielles, agricoles, commerciales ou d'autres secteurs liés au monde du travail. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie ce mardi 27 mai, le gouvernement congolais a annoncé le lancement officiel du nouveau passeport. Ces passeports, en croire le communiqué, est conforme aux standards internationaux. Le nouveau passeport congolais comprend désormais des éléments de protection avancés contre la fraude, tout en répondant aux exigences de l'OIACI. Il s'agit d'une micropuce radiofréquence identification sans contact, d'une page de données en polycarbonate offrant une meilleure résistance à la falsification et des hologrammes et filigrammes rendant la contrefaçon plus difficile. Ces passeports passent également de 32 à 38 pages. Le gouvernement rassure par ailleurs que les détenteurs de l'actuel passeport pourront l'utiliser jusqu'à la date de son expiration. Le nouveau passeport coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Désormais, le processus d'obtention du nouveau passeport est simplifié et direct et s'effectuera en ligne sur les sites du ministère des Affaires étrangères www.passeport.gouv.cd dès le 5 juin 2025. Le coût du passeport est désormais des $75 payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur les sites officiels de la demande de passeport. Une nouvelle qui vient soulager la population car auparavant, obtenir un passeport fut un casse-tête. En mission de travail à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, la première ministre Judith Suminwa a effectué une visite d'inspection de plusieurs sites stratégiques et a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Elle s'est engagée à relancer le développement de la province et à proposer des solutions concrètes. Au cours de cette mission, la première ministre est arrivée sur le site du pont Langué, à 119 km de Chikapa. Infrastructure cruciale reliant le province du Kasaï et du Kwilu. Aujourd'hui menacé par les inondations causées par la crue de la rivière Tobi. On voit avec le pont Luangui, on a fait le pont, on a mis les murs de soutènement, mais on n'avait pas pensé qu'il faudrait peut-être bétonner ces murs-là pour éviter que ça disparaisse. Ben, le mur, il est parti. Donc maintenant, il faut trouver les financements pour pouvoir consolider les murs et aussi consolider le pont parce qu'il n'y a pas eu de maintenance. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre tous les jours dans notre pays. Ça fait des années que ça se passe. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut agir. Judith Suminwa a par ailleurs visité l'hôpital général de référence de Chikapa et la zone de santé Kanzala, afin d'y constater par elle-même les difficultés rencontrées.
Les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés, il n'y a pas de scanner. Donc faire des diagnostics, c'est difficile, il n'y a pas de spécialistes. Donc ça aussi, c'est des choses que je vais pouvoir discuter avec le ministre de la Santé et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. J'ai constaté ici que dans le cas de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité a démarré, c'est une bonne chose. Et l'autre problématique qu'on devra discuter, c'est la rémunération des médecins et infirmiers, mais aussi des fonctionnaires de manière générale. La chef du gouvernement a en outre visité les travaux en cours pour lutter contre les têtes d'érosion du site Sokadjik qui ont détruit plusieurs habitations dont une école prestigieuse. C'est grâce à l'intervention de la première ministre Judith Suminwa que le financement a été débloqué pour maîtriser ces dangers. Le travaux mené par le VD y avance de manière satisfaisante. Elle a également inspecté le chantier de la route Chikapa-Kamako et de la route Likasi, tous deux réalisés dans le cadre du projet Tchilégelou. Elle s'est engagée à suivre de près leur bonne exécution. Enfin, elle a visité le chantier de construction du siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï. La première ministre a rappelé son engagement à faire fonctionner l'État sous l'impulsion du président de la République, malgré les nombreux défis, notamment sécuritaires. Notons que Judith Suminwa quittera Chikapa ce mercredi 28 mai pour regagner Kinshasa et poursuivre ses fonctions gouvernementales. Et si on s'est servi du sport et de la culture pour développer la ville de Kinshasa et échanger sa perspective dès par le monde extérieur, optique par laquelle pourrait se lancer la capitale de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a vu le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus Noël Cheke, recevoir le mardi 27 mai courant une délégation de l'Agence française du développement venue faire le point sur l'avancement des activités prévues dans le cadre du suivi du projet Pour elle, sport et culture, cette dernière conduite par Florence Douaz, Donnette, chef du projet. Ce projet ambitieux prévoit la construction de 5 stades modernes et omnisports, dont l'un sera érigé à Lingwala sur le site du terrain PLZ, travaux dont le coup d'envoi est fixé au mois de juillet prochain avec une exécution qui s'étale sur une année. La délégation de l'AFD a par ailleurs martelé sur l'intérêt suscité par l'appel à la candidature auprès des entreprises prestataires en insistant sur le strict respect du critérium de sélection établi. Une position qui rencontre celle du gouvernement provincial qui, de par le biais de Jésus Noël Cheke, dit veiller à garantir la qualité et la régularité de l'exécution des travaux. Session qui a permis à l'ingénieur Jimmy Atabakutuba a présenté au ministre le plan technique des installations détaillant l'architecture et les spécificités sportives des terrains, infrastructures que le gouvernement assure de gérer de manière rigoureuse. Le ministre en charge de la culture et des arts, Jésus Noël Cheke, a présenté à Ariane, responsable du département culturel, à l'AFD, une série de projets culturels portés par la ville de Kinshasa. Les échanges ont permis d'identifier des accès, des collaborations concrètes entre les deux institutions par la valorisation du patrimoine culturel local. La ministre provinciale de Finances, Économie, Genre, Famille, Enfants et Affaires sociales de Kinshasa, Yvette Tembokoula-Mfuka, a, sur invitation du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, préparative ce mardi 27 mai, à la télé sur la gestion de déchets solides à Kinshasa. La salubrité de la ville-province de Kinshasa figure parmi les priorités du gouvernement provincial que dirige le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. Dans une mégapole comme Kinshasa, qui produit plus de 14 000 tonnes de déchets par jour, selon les estimations du directeur général du FONAC, Fonds d'assainissement de Kinshasa, Jacques Mabaya Kachit. La mise en place d'un système de gestion durable et intégré de déchets solides s'impose. Voilà qui a justifié la tenue, ce mardi 27 mai 2025, à l'hôtel Fleuve Congo, de cet atelier organisé sous le thème « Dialogue gestion de déchets solides » vers une gestion durable de déchets solides à Kinshasa, organisé par le gouvernement provincial de la capitale de la RDC, sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, projet Kinelenda. Notez que cet atelier, qui a réuni les principaux acteurs institutionnels, techniques
et du secteur privé impliqué dans la gestion des déchets solides à Kinshasa, ainsi que des experts internationaux de la Banque mondiale, avaient pour finalité de proposer une feuille de route de la gestion des déchets solides à Kinshasa, assortie des recommandations formulées par les participants. Plusieurs disent la connaître et même la mettre en pratique. L'intégrité, qu'est-ce que c'est exactement? Nous nous y sommes penchés cette semaine avec notre cible. Vous le savez, les écoliers, suivez. L'intégrité est la qualité d'un homme intègre, un homme incorruptible, doté d'un sens moral très élevé en toutes circonstances. L'intégrité, c'est le fait d'être incorruptible. L'intégrité, c'est un mot qui rime avec le mot honnêteté. Pour moi, l'intégrité, c'est la conscience pure. La sagesse de l'enseignant d'intervenir. L'intégrité est un mot qui rime avec la confiance. Un homme intègre est un homme qui a à qui on peut faire confiance. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la semaine prochaine. Fin de ces journaux, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur la RT Éduc et sur votre site le www.eductv.cd.